Allez, breaking news, c'est parti. C'est pas beau à voir les prix du gaz ici à Darwin, financer investissement, mais pas chiant. La breaking news du jour, c'est le sabotage, le potentiel sabotage qu'on voit passer partout sur les médias. Sabotage russe. Le Nord Stream a été arrêté, le gazoduc a été saboté, où il y a des très gros soupçons de sabotage. Il faut savoir qu'il y a des fuites très importantes sur ce pipeline. On va voir après ce qui se passe précisément. Et on a détecté des explosions. Et les sismographes ont détecté ce qui a la signature d'une explosion ou de plusieurs explosions. Donc il y a assez peu de doutes sur le fait qu'il y ait eu un sabotage. Par contre, les doutes qu'on a, c'est qui, pourquoi et à qui profite le crime finalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir à quoi ça ressemble, puisque ça s'est fait en mer Baltique ici, dans les eaux territoriales danoises. Donc on a l'armée danoise qui a pris des photos. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc un gazoduc sous-marin qui fuit, ça fait des bulles tout simplement. Il faut savoir que là, les bulles qu'on voit, c'est un diamètre d'à peu près 200 mètres. Voilà, plusieurs photos prises par l'armée danoise. Il y a même une vidéo un petit peu là en infrarouge qui a été prise par un avion militaire également, où on voit une deuxième fuite, puisqu'il y a deux fuites. Celle-ci ferait 1 km de diamètre. Donc voilà, c'est assez impressionnant en effet, et heureusement que c'est d'ailleurs en pleine mer. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé et comme on l'a dit, à qui profite le crime? Alors déjà pour comprendre un petit peu, allons jeter un œil à ce fameux Nord Stream, puisque tout le monde en parle de ce gazoduc, mais voilà, c'est toujours intéressant de le situer sur une carte. Donc il part de la Russie pour alimenter l'Allemagne, ok? Ce qui se passe, c'est qu'il y a en effet plusieurs fuites qui sont mises en place. Sur le Nord Stream 1, qui est ici en pointillé rouge, il y a deux fuites qui ont été signalées donc hier, avec potentiellement des explosions, ou en tout cas c'est confirmé des explosions qui auraient provoqué ces fuites. Les deux fuites sont à plusieurs kilomètres d'écart, ce qui est très peu courant. Il faut savoir que sur ce genre de pipeline, les fuites sont très rares, et d'en avoir deux à quelques kilomètres d'écart avec des explosions, c'est pas très normal. Il y en a une autre sur le Nord Stream 2 qui a été signalée avant-hier, qui est le deuxième pipeline qui a été terminé, qui était en cours de construction, qui est maintenant terminé, qui suit finalement le Nord Stream 1. Le Nord Stream 2 a été construit pour doubler la capacité du Nord Stream 1. Il n'est pas encore en service aujourd'hui, puisqu'il y a des problèmes principalement légaux pour la mise en service du pipeline. Toujours est-il qu'il est il ne délivre pas de gaz, il n'est pas en service officiellement, mais il est rempli d'hydrocarbures quand même, et il est en service, en tout cas il est fonctionnel, il est plein de gaz. Donc lui aussi, il fuit. Donc ce qui se passe, c'est que globalement, ces deux pipelines n'alimentent pas l'Europe. Alors le Nord Stream 2 n'a jamais alimenté, mais il était prêt à démarrer, et le Nord Stream 1 a été coupé par Poutine, mais avec toujours un petit peu des excuses. Un coup, on attendait une turbine, un coup, on attendait une réparation, un coup, il y avait de la maintenance. Voilà, on est en train de jouer un petit peu au jeu du chat et à la souris en disant voilà, mais c'est de votre faute, c'est à cause des sanctions européennes, etc., etc. Là, on arrive à une situation où, par A plus B, on peut un peu se dédouaner. On peut dire ah c'est pas moi, vous voyez, le truc il fuit, je suis obligé de le couper. Donc ça entretient un petit peu cette coupure. Bon. Toujours est-il qu'on va reparler après d'où ça vient, pourquoi, etc. Mais restons un petit peu dans la big picture et voyons à quoi ressemble le réseau de pipeline européen et qu'est-ce qui alimente aujourd'hui, actuellement, l'Europe. C'est tout ça. En bleu, on retrouve le fameux Nord Stream ou les fameux Nord Stream. Alors là, il n'y a pas le deuxième puisqu'il n'est toujours pas en service, mais c'est ce qu'on voit en bleu. En vert, on a d'autres pipelines. On a des pipelines au nord, on en a au sud, on n'en a pas qu'un. Souvent, en ce moment, on parle énormément de la Russie, on parle énormément du Nord Stream parce que c'est un très gros, en effet, exportateur de gaz. Et puis, il y a des tensions géopolitiques, mais il y a plusieurs pipelines. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de gaz, on le voit, qui vient de la Russie, mais pas que. Il y a beaucoup de gaz qui vient notamment de la Norvège, et il n'y a même pas tout sur ce schéma, puisqu'il y a le Royaume-Uni est également producteur de gaz. On va le voir juste après, où est-ce qu'on en est justement, et qu'est-ce qu'on fait en Europe pour se passer du gaz russe précisément, où est-ce qu'on en est au niveau de nos réserves. Est-ce que les médias, est-ce que les grands titres des médias en font trop, en font pas assez, et nous disent... Voilà, comme d'habitude, les médias, on sait qu'ils creusent pas trop, ils mettent juste des grands titres, donc on va aller voir derrière un petit peu ce qui se passe. Et allons voir tout de suite les prix, réaction des prix. Donc en effet,
Et les prix ont réagi, hein, comme on l'imagine. Donc ça, c'est le graphique là depuis 2016 des prix du gaz et notamment des principaux fournisseurs européens. On voit le prix des futurs. Donc depuis le conflit, en effet, les spreads se sont élargis, le prix du gaz a augmenté depuis le début du conflit armé. On le voit, il y a eu plusieurs rebonds, plusieurs explosions suivant les news. Et en effet, cette dernière news, alors qu'on nous présente, hein, mais c'est toujours pareil, hein, dans les médias mainstream un petit peu catastrophistes, comme explosion du prix du gaz, etc., on voit que c'est juste le dernier petit rebond. Ici, on n'est pas sur le pic. Toujours est-il qu'on est sur des prix du gaz et de l'énergie toujours très élevés. Sur ce graphe-là, on a l'énergie. C'est toujours intéressant d'arriver à comparer les choses. C'est-à-dire que ici, on a zoomé sur le gaz, ici en blanc, ou en tout cas sur un des éléments représentatifs du gaz. Ok, donc on voit le dernier pic suite à ce sabotage. Ici, on a le charbon, puisque le charbon est un important substitutif au gaz, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de gaz, eh bien, on va substituer avec du charbon, hein, tout simplement, ce qui va permettre de faire de la production d'électricité, de continuer à faire tourner les industries. Donc on voit que avec le début du conflit, le prix du gaz a augmenté, le prix du charbon également, et puis on a en termes de comparaison le prix du pétrole, mais on sait ce qu'il fait pour l'instant. Donc, ok, sabotage, ok, a priori, les médias, le président ukrainien et un petit peu toute l'opinion publique européenne aux États-Unis dit bon, les Russes ont saboté les pipelines. Ok, on va pas chercher de responsabilité, mais en tout cas c'est le narratif actuellement. On voit qu'il y a une fuite, on voit que les prix augmentent et on voit qu'on est dans des prix de l'énergie toujours compliqués. Maintenant, ce que nous disent les médias et ce qu'on voit un petit peu partout quand on fait un petit peu des raccourcis, c'est du coup, on n'a plus de gaz. Alors, on va un petit peu décortiquer tout ça ensemble, si tu le veux bien, maintenant. Est-ce qu'on a du gaz ou est-ce qu'on n'a pas de gaz? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les exportations russes via le Nord Stream 1, donc le fameux pipeline dont on parle, qui a pété une durite, là, qui s'est fait éclater. Donc on voit que les exportations, depuis des années, en effet, sont importantes, avec des plus bas, qui correspondent tout simplement au mois d'été. Hein. Dans l'été, on a besoin de moins de gaz, on importe un petit peu moins, même si on reconstitue les réserves. Et on voit que cette année, en effet, patatras, on va jusqu'à 0. Donc ça, il n'y a pas de sujet. En effet, il y a de moins en moins de livraisons de gaz russe. Maintenant, voici les flux de gaz inter-européens. Donc, on voit que la Russie livrait l'Europe du Nord. Donc là, l'Europe du Nord, hein, on entend notamment ce pipeline et les livraisons vers l'Allemagne. C'est terminé. Ok, c'est coupé. Par contre, c'est pas pour ça que la Russie ne livre plus l'Europe. On va livrer par l'Europe centrale et l'Europe du Sud, notamment des volumes quand même qui restent toujours un petit peu importants. Parce que il faut comprendre que pour la Russie, les ventes de gaz, les ventes de pétrole, les ventes d'hydrocarbures, c'est quand même énormément d'argent. Et quand on est en guerre, on a besoin d'argent. Donc, Poutine ou le gouvernement russe, les décideurs russes sont en train de jouer un jeu de tension pour, d'un côté, faire en sorte d'être contre et de taper du poing sur la table par rapport aux sanctions européennes, mais d'un autre côté, il faut quand même faire de l'argent. Comme on le voit ici, et comme on a pu le voir avant, il y a toujours des exportations par l'Europe centrale, et ce qui est extrêmement, je ne vais pas dire drôle, mais surprenant, c'est que l'Europe centrale passe par l'Ukraine. C'est-à-dire que les exportations d'Europe centrale passent par l'Ukraine, la Slovaquie, la Roumanie, etc. Il serait très simple à Poutine de couper le gaz à cet endroit-là, et non pas dans le nord. Donc si on a des choses qui se coupent dans le nord, en mer Baltique, le Nord Stream 1, le Nord Stream 2 également par voie de fait, on est là sur de la planification, on est là sur du jeu d'échecs. C'était pas le move le plus simple. Le plus simple serait de couper l'Europe centrale. Donc on est en train d'empiler en effet la peur. Puisque là, qu'est-ce que se disent les Européens? Ils se disent, oui, en effet, le gaz qui passe par l'Ukraine, il est également à risque. Et on a également le gaz qui passe par le sud, et notamment par la Turquie, où pour l'instant, tout va bien, même si on voit des volumes qui sont un petit peu inférieurs. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que l'Europe, et on va le voir juste après au niveau des stocks, n'est pas non plus aussi à la merci de la Russie que ça, puisqu'on a énormément d'importations de gaz liquéfié, où on a des volumes importants, on a des importations par la Norvège et on a des importations par notamment le Royaume-Uni, qui sont également assez importantes. Ce qu'on peut voir également, c'est que, en effet,
bon, on a les pays par lesquels la Russie exporte toujours, hein, donc ça transite pas mal par l'Ukraine avec des chiffres qui sont importants, Slovaquie, Roumanie et Turquie. Ok. Maintenant, ici, on a les réserves. Ok, on en avait déjà parlé. À combien de pourcents sont pleines les réserves européennes? Et on voit que pour quasiment tous les pays européens, alors là on parle de zone économique, hein, il y a des pays qui ne sont pas en Europe, on parle de zone économique, ok. Les pays européens sont quasiment tous remplis à 90, 95%, 100% pour le Portugal. On a bien sûr l'Ukraine qui est à la traîne puisque on sait les conditions actuelles. Et du coup, quand on voit ça, on pourrait se dire « Ah, les médias en font trop, les médias sont catastrophistes ». Alors, c'est vrai, on le sait, les médias sont souvent catastrophistes, mais il y a toujours une part de vérité dans les grands titres, parce qu'il faut bien arriver à une simplification extrême de l'information pour que le grand public soit content, mais ça part de réalité. Il y a pour moi deux réalités qui qui permettent aux médias de s'appuyer, enfin de faire leur travail tout simplement, et de mettre en place ce narratif un petit peu de la peur en ce moment. Le premier, c'est celui-ci. Là, ce qu'on voit, c'est l'anticipation de la baisse de la demande de gaz. Et ce qui repose sur le fait qu'on ait assez de gaz cet hiver, c'est également que la demande baisse. Je répète, ce qui repose sur le fait qu'on ait assez de gaz cet hiver, et suivant les pays, on va le voir juste après, ça ne sera pas la même problématique, c'est que la demande baisse. Les décideurs politiques basent leurs réflexions sur le fait qu'il va y avoir une destruction de la demande, parce que les énergies sont plus chères, donc les gens vont faire plus attention, et également parce qu'on leur dit, on leur répète de faire plus attention, et on leur répète que cet hiver, ça va être dur, blablabla. Donc forcément, ils partent du principe qu'avec tous ces éléments-là, la demande va se contracter un petit peu. On parle d'une contraction d'une 15% de la demande. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule, qui ferait que en effet, on devrait avoir assez de gaz pour cet hiver, mais ça repose sur une contraction de la demande. Donc il faut que cette contraction de la demande se passe, c'est aussi pour ça qu'il y a ce narratif-là. Donc c'est également la raison de la peur et de cet entretien par les médias, c'est que les stocks de gaz, en fait, sont pas suffisants dans tous les pays. C'est-à-dire que les infrastructures, c'est pas une question de remplissage. On peut être plein à 90%, comme on le voit, et toujours pas avoir assez de gaz, parce qu'il y a tout simplement pas assez d'infrastructures. Parce que dans le passé, on partait du principe qu'on avait assez de livraisons de gaz. Là, vu que les livraisons de gaz diminuent et qu'il faut partager uniquement sur des pays qui acceptent encore, ou en tout cas via le jeu politique, qui livrent encore, forcément il faut partager le flux, et le flux on ne peut pas l'ouvrir beaucoup plus. Il y a des choses qui vont se passer, et notamment des infrastructures qui sont en construction. On les voit ici, tous les points. Les carrés blancs sont des infrastructures en construction pour recevoir le fameux gaz naturel liquéfié dont on a parlé avant, qui nous permettrait d'être un petit peu plus indépendants. Mais construire des terminaux de gaz, construire des vaisseaux qui permettent de livrer ce gaz-là, etc., ça prend du temps, c'est des très grosses infrastructures, et donc ça va prendre potentiellement 1 à 2 ans. Et encore en étant vraiment très bon sur la planification, la construction, etc. Donc on est dans ce jeu-là, actuellement. On est dans le jeu de Poutine qui sabote, a priori, et qui joue sur le fait que oui, mais c'est à cause des sanctions, oui, mais c'est pas de ma faute, il y a eu un accident, etc. Qui continue quand même à livrer, notamment via l'Europe centrale et l'Europe du Sud, parce qu'il faut quand même de l'argent, il faut quand même rentrer de l'argent pour l'effort de guerre, mais qui arrête de livrer l'Allemagne, pays le plus puissant de l'Europe, pour montrer qu'il est là et qu'il est présent, et tout ça au pire moment, juste avant l'hiver. Bref, on est dans un jeu d'échecs absolument magistral de sa part. Je dis pas que c'est bien, je dis en tout cas qu'il est intelligent dans sa façon de gérer la géopolitique. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà pour ce format Breaking News et cette Breaking News du jour. Pour tous les gens qui sont intéressés pour aller plus loin, pour investir en bourse, il y a 2 possibilités. Portefeuille long terme, formation RLT financée par notre partenaire. Il suffit de cliquer sur le lien, tout est expliqué. Ou Wall Street 2.0, les liens sont dans le i et les liens sont également dans les notes de l'épisode et dans les commentaires épinglés. Wall Street 2.0, pareil, formation pour apprendre à trader cette fois-ci. Donc investissement plutôt court terme, donc à choisir investissement long terme ou investissement court terme. On pète la gueule du pouce et on se retrouve pour la prochaine Breaking News. L'avenir c'est nous.